elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à 2 pas du chat. Tiens, on a découpé une I am a feminist. Je vous obsède avec une constance. Je ne me suis pas conduit qui appelle quand même l'admiration. d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. C'est enfermant pour tout le Le monde. droit de se regarder en face, le droit de se ramasser la Je crois gueule. qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque, elle marque Bienvenue son époque. Entre subjectivité et révolution. la Boum. poudre. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Fatima Wassak. Quand on parle de convergence des luttes ou d'alliance des luttes, on n'arrive pas à construire ce projet politique commun où lorsqu'un jeune homme noir meurt entre les mains de la police, on se dit ça pourrait être notre enfant. Voilà, il y a une barrière raciste en fait qui fait que dans le meilleur des cas, on se dit ah vraiment c'est pas bien comment sont traités les Noirs et les Arabes en France. Je vous parle régulièrement de la joie que je peux éprouver quand je découvre une pensée qui retourne ma façon de voir le monde. La pensée de Fatima Wassak fait partie de celle-ci. La lecture de son livre « La puissance des mères » a déclenché en moi des émotions très fortes lorsque je l'ai ouvert pour la première fois l'été dernier. Elle reprend des constats que je connaissais, les violences qui s'exercent contre les jeunes dans les quartiers populaires, le mépris institutionnel contre les actions politiques issues de ces quartiers, la violence contre les femmes musulmanes dans l'espace public et dans les écoles, la confiscation de la pensée écologiste par une classe blanche et aisée. Mais son tour de force, c'est de relier tout ça en un seul projet politique, la mobilisation des mères. Elle porte une véritable stratégie révolutionnaire, une stratégie dont elle préconise l'application dès aujourd'hui à l'échelon local. Et vous savez ce que ça fait ? Ça donne de l'espoir et c'est bon. En mai, le Front de Mer organise le Front de mai, un mois de rencontres et d'ateliers pour imposer dans l'espace politique les enjeux de protection des enfants contre les violences et les injustices. Fatima Wassak prépare d'autres projets à l'entrecroisement des luttes antiracistes, féministes et écologistes. Un conseil, suivez-la. Avec Fatima Wassak, on a parlé d'esprit critique, des folles de mai et de désenfantisation. Fatima Wassak, vous êtes politologue et militante. Vous avez fondé un syndicat de parents au nom doux, le Front de Mer, et aux revendications puissantes, la lutte contre les discriminations et les violences que subissent les enfants, tous les enfants, et l'auto-organisation au sein des quartiers populaires. Vous êtes également porte-parole et fondatrice du réseau Classe Genre Race qui combat les discriminations subies par les femmes descendantes de l'immigration postcoloniale. Vous êtes enfin l'autrice d'un livre très important, La puissance des mères, aux éditions de La Découverte. Ce livre porte un projet révolutionnaire, mettre les mères au centre d'une révolution féministe, antiraciste et écologiste. Ce livre, lorsque je l'ai lu l'été dernier, a été une grande claque dans ma figure. Je vous avais envoyé d'ailleurs un message pour vous le dire, car il s'agit d'une proposition politique très concrète. Vous en faites la démonstration implacable. Il a rencontré un fort écho et à mon avis n'a pas fini de faire réagir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir, Fatima Wassak. Merci à vous, merci pour l'invitation, je suis ravie d'être là. Je voudrais qu'on commence, comme à chacune de ces conférences, par un regard sur l'actualité. Il y a 15 jours, le Sénat a adopté un amendement au projet de loi sur le respect des principes de la République, la fameuse loi contre les séparatismes. Cet amendement vise à interdire le port ostensible de signes religieux pour les accompagnateurs, accompagnatrices de sorties scolaires. Même si ni l'islam ni les mères ne sont nommées dans l'amendement, il vise de fait à interdire aux femmes musulmanes portant un voile d'accompagner leurs enfants lors des sorties avec leur école. Il y a à la fin de votre ouvrage un texte du Front de Mer qui date de décembre 2017, un texte très engagé qui analyse l'impact qu'aurait cette mesure, qui menace, qu'on agite depuis des années. Et vous écrivez « L'enfant éprouve de la honte pour lui-même, la honte d'être l'enfant d'une mère qui n'est pas normale ». Est-ce que cette notion de honte, elle est politique ? En tout cas, effectivement, la volonté
faire honte, de produire de la honte, de créer de la honte chez l'enfant et dans la relation qu'il a notamment à ses parents, la relation qu'il a à ses origines, à sa religion, à sa culture, à sa langue maternelle, etc. Oui, effectivement, c'est un projet politique. De créer de la tension, de créer de la division, d'arracher un peu les enfants à leur famille ressources. Il y a une militante que je cite beaucoup, qui est décédée il y a quelques années, qui faisait partie du mouvement Immigration banlieue, qui s'appelle Fatiha Damish, qui a son âme et qui disait à quel point l'État français avait l'art et la manière de diviser les familles immigrées. Et c'est vrai qu'on voit bien à quel point il y a cette volonté politique qui, effectivement, se donne à voir très régulièrement. Parce que vous parliez d'agitation, effectivement, c'est vraiment quelque chose qu'on agite depuis plusieurs années déjà, à peu près tous les 2 ans. Ce texte dont vous parlez, je le réédite tous les 2 ans. C'est-à-dire que tous les 2 ans, en fait, je mets des modifications, je change la date, mais c'est souvent le Sénat. Et c'est quelque chose qu'on agite. Alors, on sait bien, là, par exemple, que ça ne passera pas finalement dans le projet parce que, voilà, le gouvernement a déjà dit qu'il ne laisserait pas passer ça. Mais c'est quelque chose qu'on agite pour désigner un ennemi de l'intérieur. Donc, toujours les mêmes, les musulmans, les musulmanes en particulier, qu'on ne veut pas avoir dans l'espace public. Donc, il s'agit de poursuivre une politique d'intimidation de la population musulmane en France, mais il s'agit aussi, et encore plus aujourd'hui qu'hier, je trouve, de diversion. C'est-à-dire que, par exemple, sur cette histoire de sortie scolaire, mais les écoles sont fermées. Je veux dire, il y a un moment donné, on posait la question, le débat, c'était en quoi la non-fermeture des écoles produit plus de mortalité par rapport au Covid. Mais je veux dire, mais qui s'intéresse le fait qu'il y ait, lors des sorties scolaires, des femmes qui portent le foulard ou pas? Il n'y a pas de sortie scolaire. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de... Voilà. Et donc, on voit bien à quel point voilà, c'est quelque chose qu'on agite, effectivement. C'est vraiment pour faire diversion, quoi. J'espère au fond de moi que ça ne marche pas tant que ça. Et qu'il y a quand même de plus en plus de personnes qui sont de moins en moins dupes de cette stratégie de diversion. Mais en tout cas, voilà, c'est des stratégies qui sont prolongées, qui sont prises en charge par ces partis politiques, LR en particulier, mais tout le monde s'en est donné à cœur joie. Pour ce qui concerne l'islamophobie, c'est quelque chose qui traverse et la gauche et la droite. Et ça produit, oui, alors bon, déjà, le dire, de l'angoisse chez les femmes qui portent un foulard. Et voilà, dans mon entourage, il y a beaucoup de femmes qui portent un foulard, des femmes musulmanes qui portent un foulard, qui me disent à quel point régulièrement, c'est de l'angoisse. Et notamment, alors je pense à Afida Ouami, qui est présidente de l'association EEB, donc le Front de Mer à Montreuil, et que l'année dernière, j'avais sollicité pour un truc comme ça, où on allait parler d'islamophobie, etc., et où elle me disait, écoute, là, vraiment, je vomite tous les matins avant d'aller conduire mes enfants à l'école. Je sais que ça ne passera pas, mais voilà, c'est du harcèlement, en fait, c'est du harcèlement moral à grande échelle. Donc là, la cible, ce sont les femmes, effectivement, et puis, effectivement, les enfants. Dire, mais comment on peut accepter de mettre dans cette situation et ce conflit d'autorité, de loyauté, finalement. C'est-à-dire, il y a l'institution d'un côté qui dit à quel point ces personnes-là ne sont pas légitimes, ne sont pas normales, et en même temps, mais c'est sa mère. Je dis, on parle de sa mère, on parle de la personne qui l'a enfantée, qui l'a portée, qui l'a allaitée, qui l'éduque, etc., etc. Donc, voilà. Et la question, effectivement, que je pose dans ce texte, qu'on pose au Front de Mer dans le texte, c'est ces enfants-là ont-ils le droit d'aimer leur mère dès lors qu'elle porte un foulard? Est-ce que nos enfants ont le droit de nous aimer? Alors qu'on sait que voilà, c'est fondamental pour un enfant, y compris dans sa construction psychique, identitaire, politique, sociale, d'aimer ses parents, d'aimer sa mère en particulier. Il y a aussi une autre catégorie qui est divisée ou attaquée, c'est les militantes féministes, parce que cette question du foulard revient sans cesse dans l'espace public. Je vous ai entendu dire très justement que finalement, il y avait une saturation du très peu d'espace médiatique qui était consacré aux questions féministes par cette question du foulard. Quelle est, selon vous, une bonne façon de réagir en tant que féministe quand on est, pour la énième fois, confronté à cette question-là? Je trouve que depuis... J'avais beaucoup dit ça à l'époque, depuis 2000, après la loi de 2004, parce que vraiment, l'un des tournants fondamentaux pour ce qui concerne l'islamophobie en France, c'est la loi contre le foulard à l'école, la loi de 2004. Et depuis, effectivement, on ne cesse de répéter, donc les féministes qu'on pourrait qualifier de féministes antiracistes, féministes intersectionnelles, on ne cesse de répéter à quel point il y a effectivement saturation de la question féministe, la cause des femmes par la question du foulard. C'est vrai,
quand on regarde un petit peu l'espace médiatique qui est consacré au foulard, jusqu'à récemment, c'est complètement délirant, quoi. Mais je relativiserai un petit peu aujourd'hui en disant que depuis peu, mais depuis 2 ans, quoi, depuis 2-3 ans, ça a largement évolué et je salue l'action des féministes dont je suis. C'est notre action, nous féministes. Je nous salue pour justement notre capacité depuis quelque temps à refuser en fait cette saturation autour de la question du foulard et à s'occuper des oppressions qu'on subit, quoi. Et donc, par exemple, là, voilà, on voit bien à quel point la question des féminicides et surtout la question de la culture du viol et des viols, des violences sexuelles que subissent les femmes, que subissent les enfants, etc., à quel point, depuis quelques temps, ça prend beaucoup plus de place et on dit les choses, quoi. C'est-à-dire que l'agresseur patriarcal, sexiste, le violeur, etc., ce ne sont plus que uniquement, je veux dire, les Noirs et les Arabes dans les quartiers populaires. C'est aussi, bon, je fais une petite liste de personnes qui sont accusées. C'est aussi, donc accusées, pas forcément coupables, accusées en tout cas, Gérald Darmanin, Patrick Poivre d'abord, Richard Berry, etc., etc. Donc, et là, tout à coup, voilà, il y a une saturation moindre, on va dire. Et ça, c'est le travail des féministes. C'est-à-dire, oui, effectivement, de dire on ne se laisse pas duper par une confiscation de nos luttes, en fait, réduite à cette simple question est-ce que vous êtes pour ou contre le foulard, qui est un débat sans fin. Enfin, je veux dire, on n'en sort jamais vainqueur, quoi. Je veux dire, c'est un truc où ça ne sert à rien de polémiquer, d'ailleurs, sur la loi séparatisme, en particulier sur la loi, sur l'amendement sortie scolaire, mais sur la loi séparatisme de manière générale. Moi, je n'ai pas du tout calculé depuis septembre, pas du tout. Justement, parce que je dis, voilà, ça ne sert à... On a perdu, en fait, ce terrain-là médiatique, national, où, en fait, on fait du ping-pong avec l'extrême droite pour se justifier d'être des êtres humains, de ne pas être réduite à porter un foulard, mais d'être féministe ou pas, je veux dire, mais de se justifier d'exister, en fait, et d'avoir le droit d'exister. Bon, et à un moment donné, en fait, c'est complètement piégeant, et avec le recul, donc je disais 2004, avec voilà, cette quinzaine d'années de recul, on est en capacité de dire aujourd'hui qu'il faut lâcher l'affaire, en fait. Sur le débat national autour du foulard, autour de l'islam, etc., il faut arrêter, il ne faut plus accepter d'aller débattre avec l'extrême droite. Moi, régulièrement, on m'invite sur des plateaux, systématiquement, il y a quelqu'un du Rassemblement national, il y a quelqu'un du Printemps républicain. Je refuse. Je dis non, je ne veux pas aller faire la bouffonne de service, aller faire du ping-pong avec l'extrême droite. C'est leur donner trop de crédibilité, de légitimité. Il ne faut pas leur donner cette légitimité-là. Ils ne le méritent pas. Le débat ne le mérite pas. Non, il vaut mieux garder notre énergie pour aller travailler sur des choses déjà qu'on a envie de travailler, des projets qu'on a envie de mener, notamment au niveau local. Vous disiez faire le deuil, plus ou moins du national, mais vraiment pour se concentrer sur le local, pour protéger concrètement nos enfants. Et pour ça, il faut, par exemple, être dans les écoles. Je veux dire, cette histoire de sortie scolaire, mais si on est dans les écoles, si les parents, notamment des quartiers populaires, sont dans les écoles, mais je veux dire, les écoles, ce sont nos écoles déjà, ce sont des écoles publiques, on les paye avec nos impôts. On a la responsabilité totale de nos enfants. Je veux dire, nos enfants, on ne fait que les confier à l'éducation nationale. C'est pas l'inverse. Et voilà. Et si on y est reconnu comme, par exemple, parents délégués, le Front de Mer vraiment milite pour qu'il y ait des listes de parents Front de Mer avec un rôle politique beaucoup plus fort que ce qui existe déjà avec les fédérations de parents, mais nous on milite pour être reconnu comme syndicat en fait des parents. Ça veut tout dire avec les modalités syndicales. Ça veut dire on rigole pas, on peut occuper l'école, on peut faire grève, etc., etc. Et ça, je pense que d'exister comme ça politiquement, de prendre du pouvoir politique, mais ça peut être parent délégué, ça peut être avoir du pouvoir en tant qu'élu, ça peut être avoir du pouvoir économique, donc la question du pouvoir politique. Dès lors qu'on prend ce pouvoir concrètement là où nous sommes au niveau local, bon, moi je pense que c'est ça qui va jouer, c'est ce rapport de force-là qui va être gagnant, et pas les polémiques, pas les dénonciations, pas attendre de l'État qui protège nos enfants. C'est l'auto-organisation. Le message est passé et c'est vrai que cette notion effectivement de se réemparer des outils politiques locaux, c'est vraiment central dans votre livre. Moi, ça a vraiment pour moi été une révélation et je trouve que c'est bienvenu dans une époque où on a tendance à avoir une sorte de lassitude du politique et aussi un découragement. Donc, je pense que c'est vraiment important de vous écouter et de vous suivre sur ce terrain-là parce qu'effectivement, on oublie qu'on peut avoir un pouvoir, ne serait-ce que dans notre arrondissement, dans notre école, dans notre quartier. Et justement, pour comprendre comment s'est construite cette pensée, je voudrais qu'on vienne un tout petit peu en arrière et qu'on parle un peu de votre parcours personnel. Vous êtes né dans le Rif, au Maroc. Vous avez quitté le Maroc tout bébé pour venir vous installer en France, près de Lille, où vous avez grandi dans une banlieue ouvrière. C'était comment, cette enfance ? C'était bien.
Voilà, c'était très bien même. Je dis ça aussi pour dire à quel point, quand on fait de la politique, c'est pas forcément pour dénoncer ou rejouer le match, en fait, par rapport à ce qui nous serait arrivé quand on était enfant. Voilà. Moi, j'ai toujours dit, moi, j'ai grandi dans une cité ouvrière, une cité où vivaient pour l'essentiel des immigrés africains. Et ça s'est très bien passé au sens où, en tout cas par rapport aux questions que je traite aujourd'hui, au sens où moi, j'ai pu jouer dehors toute mon enfance, toute mon adolescence, et je trouve ça tellement bien, en fait. Et justement, j'aimerais bien que mes enfants puissent avoir la même chose, qu'ils puissent jouer dehors tard le soir, quand ils veulent, quand elles veulent. Voilà. Et puis le rapport à l'école aussi. Moi, j'ai été à l'école dans les années 80, 90. L'école, c'était encore à l'époque, pour les immigrés, un facteur d'ascension sociale. On y croyait, quoi. Alors, évidemment, ça n'a jamais été le cas. Je veux dire, l'école n'a jamais été égalitaire, ni aujourd'hui, ni hier. Le système scolaire français est né élitiste, donc est né inégalitaire, est né discriminatoire. Donc voilà, il n'y a pas de raison que dans les années 80-90, on ait bénéficié d'une parenthèse enchantée. Donc je sais bien à quel point le système scolaire était déjà à l'époque inégalitaire. Mais c'est vrai que comme il y avait cette volonté de la part de nos parents de nous faire réussir à l'école, et donc nos parents immigrés qui ont quitté leur pays, leur continent, qui ont traversé les mers pour venir ici essentiellement pour nous, comme il y avait ce truc de nous dire, voilà, on se sacrifie pour vous et il faut que vous réussissiez à l'école et ça va vous permettre d'exercer des super métiers. Moi, je sais que j'ai grandi dans une famille, en tout cas, et dans un quartier où on voulait être, je me souviens, président de la République, présidente de la République. Enfin, il y avait vraiment ce truc où on avait de l'ambition, quoi. Et l'ambition, elle était encouragée par nos parents, y compris pour ce qui concerne les filles, ça, je tiens à le dire. Et c'est important de le dire, on peut avoir comme ça des préjugés très négatifs sur l'immigration et le rapport de l'immigration postcoloniale africaine aux filles et au découragement vis-à-vis des filles de faire des études. Et c'est absolument pas le cas. Enfin, c'est vraiment une méconnaissance de l'immigration où on sait au contraire qu'il y a un surinvestissement à l'égard des filles pour ce qui concerne en tout cas l'école. Et donc, voilà, moi, j'ai pu bénéficier de ça, donc des parents qui étaient très fiers du fait d'avoir de bonnes notes à l'école, de réussir à l'école, etc. etc. Donc, ouais, les problèmes sont arrivés plus tard, donc à partir de 18 ans, en fait, quand j'ai fait des études supérieures, où là, du coup, je quittais mon milieu, en fait. Paradoxalement, en fait, c'est devenu plus dur, mais je pense que c'est l'expérience de beaucoup de femmes militantes, notamment non blanches. C'est-à-dire qu'on fait l'expérience du racisme, de la violence raciste et des discriminations, surtout à partir du moment où on quitte le milieu d'origine, entre guillemets, c'est-à-dire la classe populaire, quoi. Mais c'est vrai que voilà, tout au long de mon enfance, mon adolescence, voilà, j'ai 7 frères et sœurs, c'est très bien. Je n'étais pas isolée du tout, j'avais plein d'amis dans le quartier, vraiment une culture du quartier populaire dans la région lilloise qui était, voilà. Et en fait, je me retrouve aujourd'hui à vouloir au moins ça pour mes enfants, en fait. Et c'est dire, en fait, dans quelle période on est. C'est-à-dire que, par exemple, il n'y a pas très longtemps, je calculais le nombre de chambres par rapport au nombre d'enfants dans les familles. Et en fait, je me rends compte qu'on avait plus de chambres dans ma famille. Alors, mon père était ouvrier. Bon, ma mère s'occuper de nous à la maison, et on avait plus de chambres qu'aujourd'hui. Moi, avec 2 enfants, et on a moins de place, il y a moins d'accès justement à l'espace public, moins d'accès à l'environnement, ce qu'on appelle la nature. Enfin, voilà, ça s'est dégradé, en fait. Donc déjà, voilà ça. Déjà, je me dis, si déjà mes enfants peuvent bénéficier de ce dont moi j'ai pu bénéficier, et puis accessoirement, s'ils peuvent ne pas subir les violences et les discriminations que moi-même j'ai pu subir, bon, ce sera bien. Je vous ai lu dans une interview dire quelque chose de vraiment intéressant. Vous dites, on a coutume de dire que la culture de l'immigration est handicapante, que les langues de l'immigration participent d'un retard scolaire. Mais au contraire, cela permet de ne pas rentrer dans le moule et de toujours questionner. Cela correspondait bien à ce qui était à l'époque attendu dans l'éducation nationale et qui l'est beaucoup moins aujourd'hui, l'esprit critique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? En quoi votre éducation vous a éduqué à cet esprit critique ? Alors, bon, je vais essayer de ne pas essentialiser, je vais essayer de ne pas montrer à quel point je suis fière d'être Rifène, donc qui est une région du Maroc et tout, mais je vais avoir du mal parce que... Une région résistante, hein, une région qui s'est illustrée dans l'histoire par sa résistance toujours à toutes les formes de pouvoir. Absolument. Alors, je ne sais pas si c'est de la reconstruction un peu, la mystification de
Mais bon, en tout cas, moi, ça me fait plaisir. Donc, et puis ça fait plaisir à mes enfants, du coup, parce que alors, du coup, je leur dis à quel point ils viennent d'une histoire glorieuse, etc. Donc, mais je pense quand même qu'il y a des choses, parce que vraiment, le Rif, c'est une région au Maroc qui s'est construite contre. Voilà, on est contre tout le monde, on est contre tout, c'est-à-dire, et notamment contre les institutions nouvelles, alors que ce soit avant à l'indépendance, soit après l'indépendance, mais c'est vraiment une région qui est comme ça par rapport au régime marocain notamment, donc, qui est sur des relations dures. Il y a des soulèvements populaires qui ont eu lieu il y a quelques années, en 2007-2017, et qui montrent à quel point c'est vraiment une région de résistance, en fait, qui ne se résigne pas à l'injustice. C'est un peuple qui ne se résigne pas à l'injustice, qui a mené une grande guerre anticoloniale dans les années 1920, qui a mené à une victoire d'ailleurs. Bon, finalement, la France et l'Espagne ont bombardé la région de gaz moutarde, et donc il n'y a plus cette nouvelle république du Rif qui avait été créée dans les années 1920. Mais en tout cas, il y a cette histoire donc de résistance, et je pense que oui, nous sommes héritières de ça. Il y a aussi l'immigration, le fait que, comme je le disais tout à l'heure, nos parents ont quitté leur terre pour leurs enfants. Donc, il y a un rapport comme ça à la société d'accueil où il faut être famille ressource, il faut aider les enfants à se sortir en contexte hostile. Et puis, il y a cette idée de tout critiquer, en fait. Alors, parce que je ne vais pas non plus complètement embellir le conflit d'autorité, le conflit de loyauté, mais c'est vrai que si je vais dire quelque chose de positif quand même par rapport à ça, c'est que dès lors qu'on est placé enfant en situation justement d'être dans un conflit d'autorité comme ça entre l'institution et le parent, de fait, bon, ça développe quand même du sens critique. Alors, parfois, évidemment, ça détruit l'enfant, c'est-à-dire que vraiment, ça le détruit à petit feu, c'est-à-dire qu'il ne sait plus où il habite, bon, et que c'est toujours mieux, je pense, que le parent aille dans le sens de l'institution et inversement. Mais c'est vrai que quand l'institution n'est pas d'accord avec le parent, bon, on est amené en fait à avoir un regard critique sur tout, et on est habitué à avoir ce regard critique sur tout. Et c'est vrai que, bon, en tout cas, pour ce qui me concerne, si je devais m'auto-analyser, c'est que moi, je critique vraiment tout le temps. C'est même un peu trop, parce que parfois, on peut me reprocher d'être trop politique, enfin, au sens où je suis vraiment tout le temps dans cette tension où je ne regarde jamais quelque chose comme étant évident, forcément, ou tombant du ciel, ou voilà, il y a toujours comme ça un rapport critique. Et alors, je finirai par ça, quand même, je salue l'école française des années 80-90 que moi, j'ai connue. Et effectivement, je le dis quand même, malgré les critiques que je peux faire sur le système discriminatoire ou inégalitaire de l'école française, il y a quand même dans cette période-là un encouragement au sens critique dont j'ai pu bénéficier. Ça, c'est certain, que je ne retrouve plus aujourd'hui dans l'école que fréquentent mes enfants. Il y a aujourd'hui, au contraire, une volonté vraiment de faire entrer dans le moule de manière... Moi, je n'ai pas connu ça. Moi, j'ai connu... au contraire, j'allais dire, un encouragement à critiquer. Alors évidemment, comme aujourd'hui, la religion, parce qu'on est dans un pays où vraiment il faut critiquer la religion, voilà, surtout ce qui concerne la population musulmane. Donc il y avait ça, mais il y avait aussi une critique par rapport aux cours qui étaient donnés. Il y avait un encouragement vraiment à l'impertinence, voilà, au collège notamment. Donc on n'a plus du tout aujourd'hui. Je trouve ça vraiment intéressant en lisant votre interview. Je fais une petite parenthèse parce que je trouve que ça nourrit bien aussi la réflexion qu'on essaye d'avoir dans cette émission sur l'altérité, sur la discrimination, sur le racisme. Il n'y a pas très longtemps, j'ai interviewé Chloé Corman qui a écrit Tu ressembles à une juive, notamment. Elle a aussi écrit de très grands romans. Et elle disait que ce que transmet la culture, de grandir dans une famille juive, ce que transmet le judaïsme, c'est l'incrédulité. Parce qu'on sait bien que dans l'histoire, l'État français n'a pas toujours protégé les juifs et ça encourage en fait à toujours avoir un œil critique, un œil dubitatif sur les discours des institutions. Et je trouve que ce parallèle est intéressant à faire entre l'immigration maghrébine et la culture juive en France, de se dire que finalement il y a cette altérisation des communautés qui finalement donne lieu à cet esprit critique qui n'est pas forcément une mauvaise chose, quoi. Enfin voilà, je trouvais ça intéressant de faire le pont entre les deux. C'est intéressant effectivement je pense que c'est vraiment le rapport aux institutions, l'histoire oppressive qu'on a pu subir, qui fait qu'on est au taquet en fait. Donc, on ne veut pas que ça se reproduise, quoi.
Et pour continuer cette histoire de transmission, ce que je trouve aussi très intéressant, et voilà, je vous ai entendu parler pour la première fois il y a 4 ou 5 ans à l'université Paris 8, et je crois que vous aviez raconté cette anecdote qui avait été pour moi une vraie révélation. Vous disiez, voilà, quand une mère marocaine parle arabe à son enfant à la sortie de l'école, on va venir la voir gentiment, genre, Madame, ici on est en France, il vaut mieux parler français à votre enfant. Quand une mère australienne vient parler anglais à son enfant à la sortie de l'école, on va lui dire, oh c'est super, il va être bilingue votre petit garçon. Et c'est limpide, on a tous vu ça, on sait tous que c'est vrai, et pourtant rien ne raconte mieux le racisme en fait que cette anecdote-là. Et cette notion de transmission, elle est fondamentale dans votre réflexion, je crois. Oui, déjà commencer par dire que si nos enfants ne peuvent pas bénéficier des héritages que l'on peut leur transmettre, et c'est un droit qui est reconnu d'ailleurs par les organisations internationales, le droit pour nos enfants de voir leurs parents leur transmettre leurs héritages, quels qu'ils soient, leurs héritages culturels, religieux, linguistiques, etc. Nous savons à quel point ça peut détruire l'enfant. Ça, on le sait. On peut d'ailleurs en témoigner. Beaucoup d'entre nous peuvent témoigner du fait que cette injonction, par exemple, effectivement, faite aux parents immigrés, évidemment pas tous les immigrés, comme vous disiez, c'est pas les Anglais, les Allemands, etc., c'est bien les immigrés africains. Cette injonction faite aux parents de ne pas parler leur langue maternelle à la maison parce que ça pourrait produire du retard scolaire notamment, etc. Ça, on sait bien, on peut témoigner aujourd'hui, nous adultes, à quel point ça a pu nous détruire, en fait. On avait honte, donc on commençait tout à l'heure par ça, on avait honte de nos parents, de notre langue, on la considérait même pas comme une langue d'ailleurs, on considérait que c'était un dialecte, que c'était pas un vrai truc, etc., etc. Et à quel point ça peut nous détruire parce que pas de confiance en soi, pas d'estime de soi, une honte de ce qu'on est, de ce que sont les parents, etc., etc. Et donc voilà, c'est partir de là déjà, de dire voilà, faire ce constat de ça peut détruire nos enfants, de ne pas leur transmettre ce que nous sommes. Et ce que nous sommes, moi j'idéalise pas, alors même si tout à l'heure j'ai parlé du RIF comme ça, de manière un petit peu idéale, etc., mais c'est parce que je suis rifaine, je pense que oui, ça fait partie du jeu aussi de, oui, ce que disent les Américains, ce que qualifient de fierté ethnique les Américains. Maintenant, moi j'en fais pas un projet politique. Je veux dire, moi, mon projet politique, c'est pas du tout de valoriser en réalité ce qu'elles sont des identités minoritaires, pas du tout. Je sais que ça intéresse d'autres personnes et je le comprends. Donc moi, je comprends les personnes qui se battent, par exemple, pour sauver la langue tamazight que je parle, qui est ma langue maternelle. Je comprends, mais c'est pas mon combat. Voilà, moi, je ne... C'est pas un projet politique que je vais mener de dire voilà, il faut absolument défendre cette culture qui est en train de disparaître, etc. Non, moi, ce que je dis, c'est plutôt, quelles que soient nos cultures, moi, je trouve qu'elles sont minoritaires, mais quelles que soient nos cultures, nos langues, notre religion, etc., ne pas transmettre, c'est participer à détruire nos enfants. Transmettre, c'est au contraire participer à la construction identitaire, psychique, etc. de nos enfants. Et alors, sur l'anecdote que vous racontez, que je racontais déjà il y a quelques années, en fait, c'est un vrai truc qui m'est arrivé, effectivement, avec ma première, mon aînée. Effectivement, on était venu me dire, il y avait une réunion, d'ailleurs je le raconte dans le livre, en fait, il y a eu une réunion comme ça, une réunion d'équipe, où en fait une des puéricultrices est venue me voir pour me dire, mais vraiment, on en a parlé en réunion d'équipe, il n'y a pas d'harmonie, on sent une gêne chez votre enfant, qui avait 6 mois ou 9 mois, je ne sais plus. Bon, elle pleure évidemment comme tous les enfants. Et tout à coup, c'était un problème international, ma fille pleure en arrivant à la crèche, et que le diagnostic, l'analyse qui avait été faite, c'est le fait que je ne parlais pas français donc au sein de la crèche et qu'il fallait harmoniser. Bon, moi, ce que j'avais répondu, mais vraiment du tac au tac, à la puéricultrice en question, je lui avais dit, mais qu'est-ce que vous comptez faire pour harmoniser? Est-ce que vous comptez apprendre l'arabe? Bon, là, ça l'a fait un petit peu calmer dans sa velléité comme ça d'harmoniser les langues. Mais alors, quand même, je le dis, je tiens quand même à dire que et c'est important parce que justement, j'essaie de faire en sorte de ne pas dénoncer ou de critiquer quelque chose et de m'arrêter là, en fait, à la dénonciation. Parce que je sais à quel point on est dans une période, alors surtout en ce moment avec la crise sanitaire, je sais à quel point on est dans une période anxiogène où vraiment c'est de l'angoisse, surtout quand on est parent, quand on a des enfants, quand on voit dans quel monde ils sont en train de grandir. J'essaie quand même de dire à quel point il faut dénoncer, critiquer, etc. Mais il faut essayer de proposer tout de suite une solution. Et alors la solution, là, je l'ai. Pour ce qui concerne ma fille, et c'est un vrai truc qui s'est passé, c'est que dans la crèche de ma fille a été mis en place justement parce qu'on n'a pas accepté cette situation, on n'a pas accepté ces injonctions qui nous poussaient à ne pas parler
à ne pas nous transmettre, à ne pas transmettre nos héritages à nos enfants. On ne l'a pas accepté. Et ce qui s'est passé quand même au bout de quelques mois, c'est qu'il y a eu un projet qui a été porté par le département du 93 et qu'on est entrés, tous les parents de la crèche, on est entrés en studio pour enregistrer une berceuse dans la langue maternelle, dans notre langue. Et aujourd'hui encore, j'ai un CD avec des berceuses chantées. Alors moi, j'ai chanté par exemple une chanson d'Idir, de Veinova, une chanson kabyle, à ma fille qu'elle écoute encore très très régulièrement. Et c'est pour dire en fait que tout n'est pas voilà, il faut pas se résigner en fait à ce type de discrimination. Je veux dire, c'est pas mort quoi. Je veux dire, quand on en parle, quand on sait pas faire, l'institution n'est pas sourde. Il y a un rapport de force politique aussi à chercher là, et ça peut aboutir vers quelque chose de super quoi. Je veux dire, ce CD il est super, il est magnifique, et c'est un projet qui vraiment qui découle de ça. Donc voilà, donc les parents se laissent pas faire non plus. Je veux dire, quand on vient nous dire il ne faut pas parler arabe, il ne faut pas parler tamazight, etc. à vos enfants, bon, alors il y a des parents, oui, effectivement, qui subissent une telle pression que, effectivement, moi je connais des parents qui ne parlent pas leur langue maternelle à leurs enfants de peur de provoquer comme ça du retard scolaire, etc. C'est vraiment la peur du retard scolaire, c'est ça qui joue le plus. Mais il y a aussi beaucoup de parents qui refusent, quoi, qui savent en fait à quel point non, c'est important de tenir, c'est important de ne pas se laisser faire. Voilà, et parfois ça marche. Je veux dire, moi, mes parents, voilà, je n'avais pas le droit de parler français à la maison. C'était simple. Je n'avais pas le droit de parler français. Alors, les injonctions, ils ont subi. Moi, mes parents ne parlaient pas français, n'écrivaient pas français, ils ne lisaient pas le français. Donc, c'est vraiment la population où on pourrait penser que tout à coup, cette injonction va fonctionner, quoi, mettre une pression comme ça en disant votre sous-civilisation, votre sous-culture, là, parler français, la grande civilisation française, etc. Ça n'a pas du tout, vous avez mais rien du tout. Ça passait pas le pas de la porte. Moi, je savais que à la maison, on parle arabe, on parle tamazight, on ne parle pas français. Et donc, voilà, c'est bien la preuve que, OK, on subit des oppressions, on subit des injonctions, etc. Ça ne veut pas dire que ça marche. Parce qu'on a une capacité de résistance, en tout cas, la population immigrée en France, les parents immigrés ont une capacité de résistance parce qu'ils aiment leurs enfants, qui est historique, quoi, dont on peut témoigner, qu'on peut documenter. Et ça donne ensuite des brillantes étudiantes, parce que vous avez fait donc des très grandes études, vous êtes diplômée en sciences politiques. Déjà, quand vous aviez une vingtaine d'années, vous militiez notamment au sein d'un groupe qui s'appelait Femmes, Filles 2 à Roubaix. Mais vous dites que le fait de devenir mère a viscéralement modifié votre approche du militantisme, du féminisme, de l'antiracisme. Est-ce qu'on peut parler d'une sorte de révélation ? Alors, une révélation, un tournant plutôt sur la manière de militer, effectivement. Une autre manière de militer, ça c'est évident. Une plus grande place à la stratégie politique. Ça, j'avoue que c'est vraiment... aujourd'hui, quand je fais de la politique, donc en tant que militante, pour l'essentiel, je parle de stratégie. C'est comment stratégiquement arriver à une victoire. Alors, il y a aussi la question de la victoire. Une place plus grande donc, à la stratégie, notamment cet objectif de gagner, que l'on a moins, je trouve, lorsqu'on n'a pas d'enfant. Voilà, parce que quand on n'a pas d'enfant soi-même, je veux dire. Parce qu'en fait, voilà, par exemple, la lutte fondatrice, entre guillemets, du Front de mer, c'est la lutte pour l'alternative végétarienne à la cantine. Bon, il ne s'agissait pas de lutter pour la gloire, quoi, lutter pour lutter, comme je pouvais le dire moi-même à l'époque, avant d'avoir des enfants, on lutte pour lutter, parce que voilà, c'est montrer qu'on existe. Non, moi, je voulais que demain, midi, ma fille puisse avoir accès à un repas équilibré à la cantine, parce qu'elle n'avait pas accès à un repas équilibré à la cantine. Donc, il y avait quelque chose de très d'immédiat, en fait. Il fallait quelque chose il fallait une victoire, quoi. Et donc, ça, c'est vrai que je trouve quelque chose qui est important lorsqu'on est un parent militant, une mère en particulier, c'est comment on réfléchit à gagner, en fait, et à gagner plutôt le plus rapidement possible, quoi. C'est pas le grand soir, c'est pas la révolution dans 3 siècles, quoi. Donc ça, c'est déjà une chose qui est importante. Après, c'est vrai que sur les enjeux qu'on défend, par exemple le fait qu'au fur et à mesure, je suis allée vers l'écologie et moins vers l'antiracisme ou le féminisme comme outil de libération. Alors, je continue évidemment à être antiraciste et féministe, ça c'est évident, et c'est quelque chose que je mobilise dans le discours politique. Mais ensuite, sur le projet politique, la manière dont il est mené, les actions qui sont menées, etc., c'est pour moi l'écologie, parce que je vois bien à quel point, en tant que parent, en tant que mère, à quel point cet outil positif, parce que tout à coup, s'il y a quelque chose de positif, l'antiracisme, l'antisexisme, etc., c'est une dénonciation de quelque chose de négatif, quoi. Mais c'est pas, je trouve qu'il n'y a pas cette possibilité de penser au monde de demain de manière positive, où on embarque les enfants avec nous. Bon, voilà, je trouve que ça, pour le coup, l'écologie renvoie vraiment beaucoup à ça. Et donc, voilà, ça,
c'est vraiment le fait d'être mère. L'écologie, c'est le fait d'être mère. Je remarque à quel point, de plus en plus, parce que je m'intéresse justement aux luttes écologistes qui sont menées en France depuis les années 60-70, à quel point beaucoup des personnes qui mènent des combats écologistes, mais je veux dire des combats écologistes durs, quoi, ou dans un affrontement comme ça, notamment avec les institutions, dans une remise en question du système, notamment capitaliste, je vois à quel point parmi les militants, alors je pense à une lutte qui m'intéresse particulièrement en ce moment, la lutte qu'ont menée les militants, alors je le mets au masculin exprès, les militants de Plogoff en Bretagne. Donc c'est une lutte qui a été menée dans les années 70 contre une centrale nucléaire qu'on voulait installer là. C'est une lutte glorieuse qui a duré plusieurs années, glorieuse au sens où elle a abouti à une victoire. Et pour moi, ça c'est important. Bon, déjà, il y a un documentaire, je ne me souviens plus du nom, mais vraiment, pour les personnes que ça intéresse, c'est un documentaire donc, autour de la lutte de Plogoff. Et on peut le retrouver facilement, je pense, sur Internet, et qui est en accès libre. C'est un documentaire, moi je l'ai vu, j'ai vraiment pleuré. J'ai pleuré notamment parce que je voyais des femmes, donc on dit les militants, mais en fait c'est des femmes, et c'est des femmes qui expliquent, en fait, comme ça, entre deux virgules, mais rapidement, mais il faut juste bien écouter, en fait, qui expliquent qu'elles se sont mobilisées pour leurs enfants, en fait. Que c'était notamment, elles ne voulaient pas de ce monde-là pour leurs gosses. Et donc, je vois à quel point, sur les luttes dites écologistes, à quel point ce sont pour beaucoup des luttes de mères. Et c'est pas parce que je prêche pour ma paroisse le Front de Mérite, non, vraiment, je trouve qu'il y a quelque chose là, une détermination en fait, effectivement révolutionnaire, c'est-à-dire une capacité à rompre avec le système, une capacité à tout foutre en l'air pour les enfants, dès lors qu'il s'agit des enfants. Et donc là, il y a quelque chose, je trouve, alors de politique qui est important, parce que je suis mère moi-même et que, voilà, je trouve qu'on ne valorise pas assez les luttes que l'on mène en tant que mère. Donc il y a quelque chose de politique là, mais il y a aussi quelque chose de stratégique. C'est comment on va chercher chez les femmes, notamment, le fait qu'elles soient mères. Pour leur dire, voilà, pour nous, c'est pas grave, comme dirait Fatih Adamish, c'est pour les enfants que, voilà, il faut pas lâcher l'affaire. C'était très important pour moi qu'on rende hommage à un groupe de femmes que je ne connaissais pas, que j'ai découverte grâce à votre livre. Elle s'appelle Les Folles de la Place Vendôme et on va tout de suite lancer une petite vidéo. Ça dure 3 minutes, on se retrouve tout de suite après. Je suis une mère parmi tant de mères de famille qui a été donc touchée par ce drame franchement, disons qu'on ne pense pas que ça pourrait nous arriver. On sait que mon fils allait être tué de cette façon, mourir de cette façon. Moi qui m'attendais mourir avant lui, c'est effroyable. Donc ça pourrait arriver à n'importe qui. Et tout le monde a été armé. Je vous dis, ça a été bradé les fusils quand je voyais ça c'était incroyable sur les journaux, c'était bradé. Il y avait des soldes, c'était incroyable. Et que j'allais dans les supermarchés, je voyais la queue. Alors c'était intolérable pour moi parce que chaque détenteur de 22 ans rifle ou autre chose d'une arme, c'est un assassin. À chaque fenêtre, je vois un 22 ans rifle et ça, je vous assure que c'est vrai. À chaque fenêtre, je vois un 22 ans rifle. D'ailleurs, c'est devenu une psychose du 22 ans rifle pour moi. Quand on nous dit que comment ça se fait quand même, on tue pas les gens, vous savez, on tue pas les gens comme ça. Mais si, en effet, mon fils a été tué d'un guet-apens parce qu'il n'était pas comme les autres. Il voulait faire de la médecine, il voulait soigner les gens. Il me disait, maman, on est du même signe du poisson et je comprends pourquoi tu fais ton métier parce que je suis comme toi. On est là pour s'occuper des gens et c'est écrit, il faut le faire. Wahid, c'était une personnalité incroyable, pleine de richesse. Donc, moi je pense qu'actuellement, de sentir que cet assassin est en liberté, qui jouit de ce soleil, de cette liberté, alors que mon fils est sous terre, lui qui préparait son avenir, c'est inadmissible. Et voir presque tout le monde contre nous, disons, parce qu'il y a une pression, je pense, de la police contre la justice. Moi, je pense qu'elle est très très forte. Et je veux savoir, c'est la lumière sur l'assassinat de mon fils. Je veux que l'assassin soit puni, simplement. Il faut qu'il soit puni.
Bon, ce sont des images très difficiles et je voulais faire un trigger warning avant de le lancer et j'ai oublié de le faire. Vraiment, pardonnez-moi si ça vous a choqué parce que c'est dur à regarder. Néanmoins, c'est important de voir ces images. Vous rappelez dans votre livre, en fait, quelque chose que la France a certainement oublié, c'est que les actes racistes, d'assassinats racistes dans les années 80, c'était dans les journaux tous les jours. Alors, qui sont ces femmes, les folles de la place Vendôme, et pourquoi vous ont-elles inspiré, Fatima ? Ce sont des femmes en lutte, des mères en lutte. Ça, c'est déjà la première chose. Alors, folles de la place Vendôme, parce que référence aux folles de la place de Mai, ça, c'est important de le dire aussi. C'est aussi ça qui m'a beaucoup touchée dans la manière dont elles se qualifient elles-mêmes. Bon, déjà parce que ça fait référence à une lutte qui a été menée par les folles de la place de Mai en Argentine dans les années 70 contre une violence d'État également, une dictature militaire. À ce moment-là, c'est une dictature militaire qui après un coup d'État en Argentine en 76, et donc des femmes, des mères qui se sont rassemblées parce que on avait certainement assassiné leur enfant. À l'époque, c'était des disparitions, mais bon, évidemment, on savait que c'était des assassinats. Il y a eu plus de 30 000 disparitions, et donc ces femmes se sont retrouvées sur la place publique, et je trouve que c'est important de dire à quel point, lorsque des femmes, des mères, occupent l'espace public, et pas n'importe quel espace public, la capitale, à quel point elles sont renvoyées à la folie, à un côté hystérique, à un côté... Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, je trouve, politiquement, pour les folles de la place de Mai, comme pour les folles de la place Vendôme, c'est une appropriation, en fait, de cette insulte qui est faite aux femmes, donc le fait d'être folle. Avec ce truc de dire vous êtes folle, rentrez chez vous pour pleurer. Voilà, rentrez chez vous, donc avec une assignation à résidence. Il faut être mère au foyer, quoi. Tu veux pleurer, mais c'est pleurer dans la chambre. Et ça, le fait de dire oui, on est folle, il n'y a pas de problème, nous on est folle de colère, on est folle de rage, on est folle d'amour pour nos enfants, et on ne lâchera jamais. Ça, je trouve qu'il y a une puissance politique là-dedans qui est incroyable, quoi, symbolique, qui est incroyable. Et ce que je trouve aussi intéressant, le fait d'être définie comme folle, c'est cette référence donc, à l'internationalisme, en fait, de nos luttes de mères. C'est pas les mères, alors y compris en France, c'est pas les mères des quartiers populaires seulement, ou les mères non blanches, ou les mères de classe ouvrière, ou les mères françaises. Enfin, non, c'est un combat qui est universel. Et là, stratégiquement, encore une fois, je trouve qu'il y a quelque chose là à aller travailler pour faire front commun, pour faire front large. C'est comment, en fait, des femmes non blanches en France, dans les années 80, se retrouvent complètement dans le débat qui est mené par des femmes plutôt blanches, sud-américaines, en Argentine, dans les années 70. Alors, blanche, oui, non, je mets des grosses guillemets à blanche, mais en tout cas, elle n'était pas d'origine africaine. C'est ça que je veux dire. Et donc, c'est bien qu'il y a un combat là qui est universel. Ensuite, effectivement, sur la question précise de pourquoi elles se sont organisées dans les années 80, c'était effectivement contre, en réalité, le racisme structurel, le racisme d'État, les violences policières, mais aussi des crimes, effectivement, qu'on a oubliés aujourd'hui, des crimes de voisins. C'est-à-dire pour un bruit de mobilette, un soupçon de vol autoradio, etc., un voisin pouvait prendre un 22 long rifle qu'on pouvait acheter à l'époque dans les supermarchés. Ça, j'avais oublié. Mais effectivement, je me souviens que gamine, on pouvait, alors c'était sous vitre, comme l'alcool aujourd'hui dans les supermarchés, mais il y avait des fusils en fait qui étaient dans les supermarchés et on passe à côté dans les caisses, etc. Et dans les années 80, on pouvait avoir un 22 long rifle à la maison. Et voilà, encore une fois, pour un bruit de mobilette, tirer comme ça sur des gamins de 15 ans, 16 ans, 17 ans. Là, la dame qu'on a vu parler dans la vidéo, donc c'est Madame Achichi, donc qui a vu son fils tuer Wahid. Dans les années 80. Et à l'époque, il y avait ce slogan, en fait, déjà à l'époque, que vaut la vie de Wahid? Parce que c'était effectivement, donc non seulement il y avait le crime, donc raciste et ou donc sécuritaire et ou policier, mais surtout il y avait une impunité judiciaire derrière. Donc il y avait ces femmes qui se retrouvaient devant les tribunaux ou dans les tribunaux et à nouveau qu'on maltraitait, qu'on criminalisait, c'est-à-dire que même leurs larmes n'étaient pas respectées. Et elles n'ont pas lâché l'affaire, et elles se sont battues, elles se sont organisées. Ce que je trouve intéressant, enfin, c'est la puissance de leur discours politique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, en tout cas dans le livre, moi je n'ai pas du tout politiser leur discours après coup, c'est-à-dire qu'elles seraient venues sur quelque chose comme ça de très instinctif, pour défendre leur enfant biologique. Et en fait, moi, je serais passée derrière pour dire ah bah là, il y a un truc politique et peut-être qu'il y a un truc internationaliste à trouver, etc. Pas du tout. Tout avait déjà été dit. Non, on les entend parler, elles disent bien. À un autre moment, d'ailleurs, la vidéo qu'on a vue, c'est une vidéo extraite d'un film réalisé par Mognis Abdallah. Et vraiment, je salue son travail parce que s'il n'y avait pas eu des gens comme lui
qui allait chercher comme ça des traces de l'histoire de l'immigration. Comme vous l'avez dit, on n'aurait plus rien, parce que c'est pas une histoire qui est valorisée, visibilisée dans l'histoire de France, on va dire. Donc heureusement qu'il y a des gens comme ça qui gardent trace de tout de ce qui existe, y compris à la marge, y compris dans la minorité. Mais on voit bien à quel point, dans ce film-là, on voit bien à quel point, qui est du coup très précieux, on voit bien à quel point tout avait été dit. Elle s'adresse aux mères du monde entier. Et ce n'est pas simplement pour leur enfant décédé, donc leur enfant est mort. Ce qu'elles disent bien, c'est notre enfant aujourd'hui, votre enfant demain. Déjà, il y a ce truc-là de dire, voilà, si elles se battent, c'est aussi pour que ça n'arrive plus. Et je trouve qu'il y a vraiment, c'est une tension qu'il y a dans le livre qui m'habite encore aujourd'hui, c'est vraiment la tension entre la singularité et l'universel, en fait. C'est comment, oui, il y a une singularité, parce que c'est pas n'importe quel enfant qui est tué par la police. Moi, je parle de désenfantisation. La désenfantisation, c'est quelque chose qui est particulier. Tous les enfants ne sont pas désenfantisés, évidemment. Je veux dire, les enfants qui ne sont pas reconnus comme des enfants, les enfants qui ne sont pas reconnus comme humains, voilà, évidemment que c'est pas tous les enfants. Donc, il y a cette singularité qu'il faut assumer et qu'il faut porter dans le débat public, dire, voilà, il y a bien un racisme structurel, l'État ne se comporte pas de la même manière avec tel enfant et tel autre enfant, etc. Donc ça, il faut l'assumer, il faut le dire, parce que sinon, on ne s'en sortira pas. Je veux dire, si on met sous le tapis la question raciale, évidemment qu'on n'arrivera à rien. Mais en même temps, et c'est une tension, du coup, qui n'est pas, encore une fois, qui n'est pas définitive, que moi, je n'ai pas encore réglée, ça reste de l'ordre de la tension, et en même temps, il ne faut pas faire le deuil de l'universel. Et c'est ce que montre l'époque de la place Vendôme. C'est cette idée que oui, mais ce qui est quand même, ce qu'on défend au final, c'est notre humanité à tous et toutes. Donc lorsqu'on dit nos enfants non blancs sont maltraités par la police, sont violentés par la police, etc., c'est comment on travaille à faire que toutes les mères, tous les parents, tous les êtres humains, tous les Français, restons en France, tous les Français, toutes les Françaises se disent, en fait, lorsqu'on maltraite cet enfant-là, si je m'intéresse, si j'ai de l'intérêt pour ce traitement, ce n'est pas parce que je veux aider cette famille, ce n'est pas parce que je veux protéger ou sauver cette famille, non, c'est parce que cet enfant pourrait être mon enfant. Alors, il n'a pas la même couleur de peau, il n'a pas forcément la même religion, etc., c'est pas la même classe sociale, mais ça pourrait être mon enfant. Vous voyez, et c'est ça qu'il faut réussir à trouver. Parce que malheureusement, aujourd'hui, là où on bute, là où on n'y arrive pas, en fait, quand on parle de convergence des luttes ou d'alliance des luttes, on n'arrive pas à construire ce projet politique commun où lorsqu'un jeune homme noir meurt entre les mains de la police, on se dit, ça pourrait être notre enfant. Voilà, il y a une barrière raciste, en fait, qui fait que, dans le meilleur des cas, on se dit « Ah, vraiment, c'est pas bien comment sont traités les Noirs et les Arabes en France. » Mais il n'y a pas cette humanité qui ferait qu'on se dit « Voilà, ça pourrait être mon enfant, et donc je vais me battre, et je ne vais pas me battre pour sauver les Noirs et les Arabes. Je vais me battre pour moi et mes enfants. Je ne veux pas que mes enfants, même s'ils sont blancs, même s'ils sont de classe, même s'ils sont de CSP+, etc., même s'ils sont des garçons, je ne veux pas que mes enfants, pourtant privilégiés dans ce monde, grandissent dans un monde aussi dégueulasse. Et je trouve que cette tension-là entre singularité et universelle, elle était déjà posée par les feuilles de la place Vendôme. On n'a toujours pas réglé, mais il faut y travailler, quoi. Il faut vraiment qu'on ait cette tension-là en tête. Et je pense que c'est dès lors qu'on arrivera à régler ça, à régler cette tension, et qu'on arrivera à proposer un projet politique commun et pas une convergence des luttes. Ça, vraiment, moi, je déteste cette expression de convergence des luttes. Je trouve ça insupportable de considérer que, par exemple, le Front de Mer serait une organisation des quartiers populaires et ne serait pas en capacité de proposer, par exemple, un projet écologiste. Voilà, parce que non, si tu es de quartier populaire, tu ne veux pas être écologiste. Quartier populaire, c'est le racisme, ça ne peut pas être l'écologie. Enfin, ça, je trouve ça insupportable. En fait, il n'y a pas de raison qu'on soit comme ça cloisonné sur des luttes comme les services municipaux en mairie, quoi. Et donc, il faut y travailler. C'est un travail, je veux dire, c'est pas rien. Vraiment, mon livre, j'ai vraiment essayé de le construire comme ça, quoi, autour de cette tension, et vraiment pour dire, voilà, comment on essaie d'arriver à ce projet politique commun. Et effectivement, les feuilles de la place Vendôme, là, dans cette réflexion, dans cette démarche, elles ont une grande place. Ne pas renoncer à l'universalisme, je trouve ça c'est super important, ou à l'universel, c'est les mots que vous avez employés, on les a entendus cette saison aussi dans la bouche de Mame Fatou Niang ou de Kauthar Archi, et je pense que c'est vraiment important quand on tente de caricaturer la pensée intersectionnelle comme étant une pensée de la division, etc. Non, au contraire, c'est tendre vers un universel, vers un idéal commun, mais il faut évidemment en passer par là. Et cette notion de désinfantisation qui est vraiment intéressante, c'est un mot aussi que j'ai lu dans votre livre pour la première
parfois, on peut aussi la tirer vers d'autres thèmes. Vous le faites, par exemple, quand vous parlez, bon, je voulais qu'on voit des images, mais finalement, elles sont très dures à voir, et on va s'en passer parce que tout le monde s'en rappelle, je crois, de ces manifestants, ces lycéens de Mantes-la-Jolie, mais aussi, il y en avait eu à Orléans, je crois aussi dans le sud de la France, des lycéens qui manifestaient et qui avaient été mis au sol, les mains derrière la tête, tenus en joue par des policiers. Voilà, on a des personnes de 16, 17 ans qui expriment un message politique, une revendication pour leur futur, et ils sont tenus en joue par des militaires. Ça, c'est une désinfantisation complète. Et même dans la réflexion écologique, en vous écoutant parler, je me suis rendu compte que bien souvent, on fait aussi reposer sur les générations futures la solution. Il y a une espèce de réflexe inconscient de se dire que c'est nos enfants qui vont en fait sauver la planète. Et est-ce qu'on n'est pas déjà en train aussi de les désinfantiser en se disant que voilà, c'est notre petit garçon de 5 ans, quand il aura 30 ans, il sera ingénieur et il va résoudre le problème du plastique dans les océans. Bah en fait non, là il a 5 ans, il aimerait bien respirer de l'air pur en fait. Enfin, et finalement cette notion-là, elle atteint l'universel. Et justement, je voulais qu'on termine par la fin de votre livre. Vous racontez en fait que grâce au front de mer, grâce à l'action que vous avez menée à Bagnolet et partout en France, il y a eu des moments de rencontre avec d'autres mouvements, notamment le mouvement des Gilets jaunes. Et je vous ai entendu dire que ces rapprochements-là avaient été découragés par les pouvoirs publics. Je me rappelle aussi que fin 2019, on avait vu par exemple Assa Traoré, qui est une icône de la lutte antiraciste, se rapprocher des marches pour le climat, etc. Et c'est vrai qu'on a l'impression que ça a été tué dans l'œuf. Comment ça a eu lieu selon vous ? On a des personnes et des organisations politiques qui nous reprochent d'être, par exemple, communautaristes et donc de nous replier sur nous-mêmes. Ça, c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup reproché au moment de la naissance du Front de mer. C'est-à-dire que dans le livre, je parle beaucoup de la FCPE, de ce qui s'est passé à la FCPE, pour dire je ne me suis pas réveillée ce matin pour créer le Front de mer. C'est bien, j'ai d'abord essayé au sein de l'organisation majoritaire, et c'est parce que ça n'a pas marché, parce que rapport socio-domination, qu'on a été obligé de créer le Front de mer. Mais il y a eu ce reproche en fait, elles ont créé une organisation où il y a du repli sur soi, où c'est du communautarisme, etc. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le même temps, ce sont des personnes et des organisations politiques, plutôt de gauche d'ailleurs, je tiens à le dire, qui, dans le même temps, empêchent en fait, les alliances avec d'autres organisations, en fait, entravent en fait, une parole, par exemple, écologiste, l'entrave. C'est-à-dire que je me suis rendu compte, moi, ces dernières années, à quel point j'inquiétais moins lorsque j'avais une parole antiraciste que lorsque j'avais une parole écologiste. Et ça je peux en témoigner. C'est-à-dire que ce qui est gênant, c'est pas de parler pour son quartier, de parler de violence policière, etc., et de rester dans la cave du quartier. Ça, on va vous le reprocher, évidemment, on va dire que vous êtes communautariste, etc. Mais ce qui est plus grave, c'est de sortir du quartier et de dire, moi, j'ai des choses à dire, non seulement, effectivement, pour mon quartier, mais j'ai des choses à dire pour tout le monde, y compris pour les quartiers pavillonnaires. Et on a des choses à dire, donc, nous, dans les quartiers populaires, pour l'ensemble de la société. Et c'est ça qui est le plus gênant, en fait, pour les organisations majoritaires. C'est pour qui se prennent ces femmes qu'on a l'habitude de voir préparer le couscous, qu'on a l'habitude de voir changer les couches de nos enfants, pour qui elles se prennent pour oser prétendre parler universel, justement. Alors, moi, j'aime pas la notion d'universalisme, parce je trouve qu'elle a du sens. Les concepts ne sont pas purs, quoi. Je veux dire, ils sont situés historiquement, et que parfois, en fait, il y a des concepts, il y a des notions qu'il faut vraiment jeter à la poubelle, quoi. Donc, par exemple, cette histoire d'universalisme, je pense qu'on a fait le tour. C'est vraiment tellement entaché qu'on peut s'en débarrasser. Par contre, je ne fais pas le deuil de l'universel, ce qui n'est pas la même chose, et le deuil de l'humanité, ce qui n'est pas la même chose. Et je me suis rendu compte à quel point, voilà, c'est dès lors qu'on portait ces questions-là, donc l'universel et l'humanité, à quel point on était encore plus attaqué et encore plus considéré comme étant, alors non seulement communautariste, mais ayant un plan masqué, faisant de l'entrisme. Parce que alors, c'est communautarisme, entrisme, enfin, bon, c'est toutes les injonctions paradoxales qu'on subit pour nous faire arrêter, en fait, tout simplement, hein, pour nous résigner. Mais à quel point, voilà. Mais ça, il faut l'avoir en tête. Je veux dire, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête dans notre stratégie politique. C'est-à-dire, oui, assumer notre singularité, assumer nos combats, nos enjeux, parce que la vie de nos enfants en dépend. Et en même temps,
ne pas faire le deuil de l'universel, aussi parce que tout est fait pour qu'on en fasse le deuil. Et tout est fait pour nous enfermer comme ça, nous mettre dans des catégories. Tout est fait pour qu'on ne travaille pas, je l'ai dit tout à l'heure, avec les organisations écolo. Nous, c'est aussi parce qu'on a travaillé avec les organisations écolo qu'on a pu avoir l'alternative végétarienne à Vanouville. Ça a été porté effectivement par des parents des quartiers populaires. Ça, c'est vrai, c'est parce qu'on a lutté qu'on a gagné. Mais c'est aussi parce qu'on a réussi à mettre en place comme ça une stratégie d'alliance avec les organisations écologistes et ça a abouti. Et donc, voilà, le fait que ça ait abouti, moi, je trouve que ça montre à quel point, voilà, on est sur la bonne voie, en fait. Et qu'il faut, comme ça, ne pas se laisser, encore une fois, enfermer, cloisonner, ghettoiser, en fait, sur des luttes. Il faut, au contraire, essayer d'aller vers un front politique commun. Qu'est-ce qui nous rassemble? Est-ce qu'on se met d'accord pour dire que ce qui nous rassemble, alors, au-delà de notre couleur de peau, notre classe sociale, etc., ça ne veut pas dire que c'est neutralisé. Moi, je sais qu'il y a des rapports sociaux de domination qui se jouent, y compris à gauche, y compris dans la gauche radicale, y compris dans le féminisme. Et donc ça, il ne s'agit pas de le nier, il ne s'agit pas de le mettre sous le tapis. Mais c'est comment, en fait, on construit un projet politique commun où on se met d'accord pour mettre hors d'état de nuire un système d'oppression, voilà, pour les plus structurantes, raciste, patriarcal et capitaliste. Et comment on se dit effectivement, je ne vais pas attendre que mes enfants se battent pour changer le monde. Et là, je suis complètement d'accord avec vous, Lorraine. Voilà, moi, je l'ai dit d'ailleurs, y compris en décembre 2018, au moment de montage Oligarche, etc., Ivry aussi, j'avais dit, si nos enfants sont dans la rue là, et prennent autant de risques, donc prennent le risque de perdre une main, d'être éborgnés, de voir leur mâchoire cassée, et plus grave encore, c'est parce que nous, on ne s'est pas assez battus avant, collectivement. Alors, je suis pas en train de pointer du doigt les mères que nous sommes, on est déjà assez culpabilisés comme ça. Je parle bien de responsabilité collective. Si nos enfants sont obligés d'aller autant sur le front, et donc de prendre autant de risques dans une rue où, à l'époque, qui était voilà, ensanglantée, c'est parce qu'on n'a pas fait le taf avant. Et donc, effectivement, c'est de reposer la question de la responsabilité collective des parents. C'est notre responsabilité collective de nous battre pour nos enfants. On leur doit. Et nos enfants peuvent se retourner contre nous. Et moi, je sais qu'ils nous cracheraient au visage, nos enfants. Mais vraiment, si ils le pouvaient, s'ils en avaient le pouvoir politique, s'ils n'étaient pas autant dépossédés de leurs droits politiques et de leurs libertés fondamentales, moi, je sais qu'ils nous cracheraient au visage en disant « Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous nous devez protection. » C'est-à-dire que vous nous dépossédez de nos droits fondamentaux et de nos droits politiques sous prétexte que nous ne sommes pas adultes, que vous nous protégez, etc. Mais vous ne le faites pas. Et donc, moi, je trouve que là, il y a quelque chose à questionner et sur les droits fondamentaux, les libertés publiques de nos enfants, et sur notre responsabilité, la responsabilité que l'on prend lorsqu'on les dépossède justement de ces droits, et sur la nécessité de se battre collectivement. Voilà, la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas individuellement. On a déjà assez de choses à faire. Alors voilà, on parle beaucoup de charge mentale, etc. Et c'est vrai, moi, je trouve que vraiment, c'est difficile quoi, d'être mère aujourd'hui. Il y a tellement d'injonctions, il y a tellement de choses, on est tellement jugés. Et notamment par rapport à l'école, la réussite de nos enfants, la réussite scolaire de nos enfants, etc. Moi, je ne suis pas là pour en remettre une couche, mais au contraire, pour dire, essayons de nous organiser ensemble, collectivement. Déjà, la charge mentale, bon, ça, toutes les mères savent à quel point c'est pas la même chose d'éduquer seul son enfant et d'éduquer avec d'autres femmes, d'autres personnes, mais aussi parce que, voilà, il faut explorer cette responsabilité collective, il faut explorer cette responsabilité politique. C'est pour ça que nous, on a créé ce syndicat de parents qui est le Front de Mer. C'est justement pour porter cette responsabilité-là. Et donc faire en sorte que nos enfants aient moins à se battre parce que nous, on est sur le front, quoi. En tout cas, dans une période où on a été confinés, privés de beaucoup de mouvements sociaux, de manifestations, enfin, vous écoutez, ça redonne aussi vachement de courage et ça redonne envie de se remobiliser. Et j'espère qu'on pourra bientôt à nouveau retourner dans la rue et s'unir. Avant qu'on termine, je vais vous poser les 2 questions rituelles de fin de conférence. Fatima Wassak, c'est pour quand la révolution ? C'est pas pour tout de suite, mais c'est pour bientôt. Moi, je pense que ouais, il y a tout un travail, la politique qui est fait, parce que vous disiez à l'instant, voilà, on prend la rue, il y a des choses qui se passent. Voilà, moi, je suis tellement heureuse de voir à quel point le mouvement féministe voilà, monte en puissance. C'est vraiment quelque chose d'incroyable de vivre cette période-là en fait, du féminisme, je trouve. Cette question de l'alliance des luttes, de décloisonnement entre antiracistes, féministes, écologistes, anticapitalistes, je trouve qu'il y a vraiment des choses vraiment très intéressantes, même si on est dans un contexte bon, il faut le dire, d'extrême droitisation de l'échiquier politique français et de droitisation de la société française, ça c'est évident. Je veux dire, voilà, normalement, l'année prochaine, c'est Macron-Le Pen, quoi.
Et Le Pen, vraiment avec des chances encore plus l'année prochaine que la fois dernière, des chances de gagner. Et donc ça, c'est un contexte qui, quand même, voilà, qu'il faut avoir en tête. Je veux dire, après, on peut s'enthousiasmer sur les luttes que l'on mène et les victoires. Nous, on a des petites victoires, hein, l'alternative végétarienne, comme j'ai dit, les ascenseurs. On a des trucs, quoi. Et ça, vraiment, ça nous mobilise effectivement. Mais voilà, il faut quand même être lucide sur le contexte dans lequel on vit aujourd'hui. Et c'est un contexte très, très dur. Et donc, c'est pour ça. Étant donné le contexte, moi, je ne crois pas qu'on va pouvoir faire rupture avec un système et vraiment le remettre en question totalement. Pour ce qui concerne les mères en particulier, c'est faire rupture avec ce qu'on attend de nous, c'est-à-dire être des mères tampons, être là pour tempérer les colères de nos enfants, être là pour calmer le jeu, voilà, parce que vous disiez, pour commencer, le front de mère, c'est quelque chose de doux et en même temps de fort. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que l'image des mères, c'est vraiment la douceur, quoi, être gentil et tout. Et nous, non, c'est la rupture, c'est le dragon, en fait. C'est dire, nous, on ne veut pas de tout ça et on est radicalement opposé à cette manière de fonctionner. Mais bon, ça, évidemment, ça ne va pas se faire en 1 an, 2 ans. Mais en même temps, moi, je crois, 10-15 ans, enfin, je veux pas, c'est juste des hypothèses comme ça. Mais je pense que si on fait chacun notre part, vraiment, c'est vraiment l'histoire de... Voilà, le Front de Mères, par exemple, moi, je ne dis pas que c'est l'organisation des mères, enfin, front sans F majuscule, un front de mères, un front de parents, organisé politiquement. Je ne dis pas que c'est ça qui va mener à la révolution de ce seul point de vue-là. Je dis simplement qu'il y a un front commun qui est en train de se faire. Il y a les syndicats ouvriers, par exemple. Moi, je trouve quelque chose de très intéressant qui se joue là dans les syndicats et dans la question, enfin, qui est posée de la réappropriation des moyens de production. Il y a la question, effectivement, antiraciste, la question féministe, etc. Je trouve qu'il y a comme ça des fronts qui s'ouvrent. Et c'est comment chacune fait sa part sur le front qu'on a ouvert, pour arriver à un moment donné, bim. Voilà. Et le bim, ça peut arriver dans 10-15 ans. Non, mais vraiment, je pense qu'il y a un truc à un moment donné qui va faire tournant, qui va faire bascule. Et nous, en tout cas, on aura fait notre part, quoi. On sera prête. Voilà. Parce qu'on aura bossé, parce on se sera parlé les unes les autres, les uns les autres. On aura essayé d'envisager stratégiquement, voilà, où est-ce qu'il faut appuyer le plus, par quoi il faut commencer, etc. Et voilà. Et donc la révolution, oui, ça sera peut-être. Ça arrive. Ça évoque quoi pour vous, la poudre ? La poudre, ça évoque le feu. Alors moi, j'aime bien le feu. Alors l'histoire du dragon, c'est beaucoup lié à ça. Hein. C'est lié en réalité aux révoltes populaires de 2005 et donc aux voitures qui s'embrasaient, aux poubelles qui s'embrasaient à la suite de la mort de 2 enfants, donc Ziad Benna et Bouna Traoré. Et ça, je pense que pour beaucoup de militantes de mon âge, c'est quelque chose qui a été particulièrement traumatisant et en même temps engageant. Je veux dire, voilà, on tue des enfants, quoi, et on les tue en toute impunité. Et en même temps, quand on les tue, il y a une résistance qui se met en place, et la résistance notamment des autres enfants, des autres jeunes, et ils ne se laissent pas faire, et ils expriment leur colère, et ils l'expriment par le feu, donc par quelque chose qui n'est pas reconnu symboliquement comme étant légitime. Mais tout à coup, là où on dit, mais c'est la seule chose qui nous reste, en fait, pour exprimer notre colère, il n'y a que le feu, et il n'y a que comme ça qu'on peut nous comprendre. Et le dragon, c'est ça aussi, c'est de dire, les mères qui sont des dragons, c'est aussi dire qu'elles sont solidaires du feu de leurs enfants, quoi. De dire que nous, on assume complètement de devoir cracher du feu à un moment donné pour sauver nos gosses. Et la poudre, ouais, ça me fait penser à un truc qui explose, en fait, qui permet l'explosion, quoi. Et quelque chose que moi, encore une fois, moi, j'ai un rapport à la violence légitime, qui n'est pas du tout... voilà, moi, je ne dénonce jamais la violence lorsque je considère que c'est une violence qui traduit une résistance. Lorsque il s'agit de ne pas se laisser faire, de ne pas se laisser écraser, opprimer, etc., pour moi, la violence devient légitime. Donc la poudre devient légitime. L'explosion, le feu qui peut en émaner deviennent légitimes. Donc, voilà, donc que du beau, en fait. La poudre, c'est quelque chose de beau, de politique. Le feu du dragon. Merci beaucoup, Fatima. Merci, à bientôt. Merci à Fatima Wassak d'avoir fait parler La Poudre avec moi. La Poudre est un podcast produit par Nouvelles Écoutes. Merci à Aurore Meyer-Mailleux pour la réalisation, à Gaïa Marty pour la programmation, la prise de son et le reste. Au mixage aujourd'hui, Marion Emery. Merci à Bonnie Banane pour sa chanson dans le générique. Merci à vous pour l'écoute. On se retrouve sur Internet, Instagram, Twitter, Facebook. La Poudre est partout. Si vous avez des réflexions, des compliments ou des critiques à faire, n'hésitez pas, j'adore ça.
Ah, j'allais oublier, pour lire les mêmes livres que moi, allez sur le site La Poudre lit. Vous connaissez la suite, prenez soin de vous et continuez de faire parler la poudre.